Au bout de combien de temps, alors Sarah nous demande, au bout de combien de temps peut-on relancer une entreprise? Alors, là, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça va dépendre de la société que tu vises. C'est-à-dire que si tu vises une startup, bon, attends pas 3 mois pour la relancer parce qu'en vrai, le poste, il sera sans doute plus à pourvoir. Et c'est juste que les startups sont souvent sous-effectifs parce elles sont en croissance, donc elles recrutent. Et du coup, il leur manque souvent des personnes à l'instant T. Par contre, effectivement, ce qui est compliqué, et ça, j'ai eu ça par le passé, c'est quand tu postules à des grands groupes, et des fois, tu ne peux pas relancer. Et ça, c'est très compliqué. Pour revenir à ta question, moi je pense qu'il faut relancer. Il ne faut pas relancer tous les jours parce que là, par contre, tu vas les harceler et ça fait, dans la tête du recruteur, ça fait warning, warning, warning. La personne ne trouve vraiment rien. Et du coup, qu'est-ce qu'elle m'embête celle-ci. Moi, en gros, ce que je conseille, c'est déjà enfin, ça paraît bête et ça paraît assez osé, mais déjà, avant d'envoyer votre CV ou quoi que ce soit, moi, ce que je conseille, c'est essayer d'appeler. Essayer d'appeler d'abord en leur disant, vous allez recevoir mon CV parce que déjà, du coup, ils vont s'attendre à recevoir votre CV. Donc, peut-être qu'ils vont le regarder tout de suite. Bon, après, si vous n'arrivez pas à les joindre au téléphone, vous envoyez votre CV, votre mail ou par LinkedIn. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est que attendez une semaine. Après, ça dépend si le poste il est urgent ou pas urgent, quoi. Mais de manière générale, attendez peut-être une petite semaine, peut-être même un peu moins, pour relancer. Et si jamais voilà, vous n'avez pas de retour, relancez. Mais par contre, après la deuxième relance, donc après la première relance au bout d'une semaine, deuxième relance, attendez peut-être un peu moins longtemps. Parce que pour avoir une réponse plus rapidement, au moins que vous ayez un retour négatif, parce que j'étais à votre place et c'est horrible de ne pas avoir de réponse. Donc moi, c'est par exemple pour ça que je fais des retours négatifs par contre à tout le monde, en tout cas tous ceux moi qui postulent pour l'interne, etc. Je leur fais des retours, je les contacte, parce que c'est horrible de ne pas avoir de réponse. Donc n'hésitez pas à relancer. Et aussi tout simplement parce qu'en fait, ça, il y a des études qui le prouvent, c'est qu'en fait, il faut relancer plusieurs fois pour avoir des réponses. Mais que ça soit en prospection commerciale ou en termes de candidature. Mais en fait, là, vous êtes un peu en train de prospecter pour avoir un métier, donc c'est un peu la même chose. Donc au niveau commercial, c'est important de relancer, de relancer, de relancer. Donc relancer. Bon, par contre, si au bout de 3 mois et de 50 relances, vous n'avez rien, bon, là, effectivement, c'est compliqué. Donc c'est pareil, ça dépend un peu des recruteurs. Je sais que moi, j'aime pas trop les recruteurs qui ne répondent pas. Mais normalement, si tu relances assez régulièrement, il y a un moment, il va te dire, non, en fait, on n'a pas rien pour toi, ou au moins, il va te dire non, même si tu n'as pas de réponse, même si tu n'as pas de raison, au moins, il va te dire non, ça. Ensuite, t'es dit, pour moi, si je n'ai pas eu de réponse, c'est parce que mon profil ne l'intéresse pas, donc c'est vrai que je ne relance pas souvent. Oui, t'es dit, alors, peut-être que dans la plupart des cas, c'est vrai que ton profil ne les intéresse pas. Sauf qu'en fait, des fois, en fait, peut-être que ton profil les intéresse peut-être, mais comme je te le disais, moi, ça m'est déjà arrivé. En fait, j'ai une semaine de dingue. J'ai bossé je sais pas combien de dizaines d'heures dans la semaine, et en fait, tout simplement, j'ai pas eu le temps de traiter toutes les candidatures. Et en fait, tu vois, peut-être que tu m'avais relancé le vendredi soir, et le lundi matin, tac, que je t'aurais répondu en premier, c'était le premier truc que j'aurais fait parce que je me serais rendu compte, ah putain, t'es dit, ça fait déjà, je sais pas, 10 jours, une semaine qu'il m'a envoyé sa candidature, j'ai toujours pas fait de retour. Donc là, pour le coup, partez pas avec des idées préconçues. Et ça, je sais que c'est dur, surtout quand on est junior ou qu'on se reconvertit. Mais ouais, pensez justement à relancer. Parce qu'en fait, si vous partez déjà défaitiste en vous disant, en fait, non, je n'intéresse pas, en fait, si tu veux, tu relanceras jamais. Et par exemple, sur des postes de commerciaux ou alors des postes de recrutement, tu vois, tu recruteras personne et tu vendras rien parce qu'en fait, c'est très rare que les recrutements et que les deals commerciaux pardon, se fassent comme ça d'un one shot. Donc, si relance. Et en vrai, si tu relances plusieurs fois, la personne ne fait pas te répondre et si elle ne s'intéresse pas, elle te le dira. Ou alors, si c'est un truc où tu te candidates et que ça envoie un mail automatiquement, c'est qu'effectivement, là, ça t'a pas intéressé. Mais si t'as pas de nouvelles, il faut quand même avancer parce que c'est dommage, tu peux passer à côté de belles opportunités. Et ça, c'est important de relancer. Enfin, moi, je sais que par exemple, il y a quelqu'un dans mon équipe qui a relancé, elle a bien fait parce que c'est comme ça qu'elle a été recrutée. Elle n'aurait pas relancé, il serait sans doute rien passé, elle serait pas là aujourd'hui. Adrien. Ouais, donc ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Combien de temps faut-il attendre pour relancer une entreprise sans être insistant? Bon, ça dépend en fait des entreprises. Je sais que par exemple, un grand groupe, tu le relances toutes les semaines. Pour eux, ça va être insistant. Une startup, pas vraiment. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de joindre ou alors dire, écoutez, dans un mail de relance, tu dis, écoutez, si vous n'êtes pas intéressé par mon profil, répondez-moi juste non ou OK. Et comme ça, au moins, la personne, ça lui prendra 2 lettres ou 3. Et comme ça, au moins c'est clair, tu vois. Ça peut être des petits trucs pour avoir des réponses aussi. Ne pas hésiter à faire ça, parce qu'au moins, il faut mieux savoir et que ce soit négatif plutôt que de ne pas savoir et d'être dans le flou, parce que ça, c'est horrible. Tac, 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 j'ai fait comme Marie. Marie fait comme Marie, c'est cool, mais non, mais ce que je disais, c'est pas une mauvaise idée. Après, voilà, juste attention au type de poste auquel vous postulez, parce que si c'est des postes trop haut capés, c'est les recruteurs de managers qui vont s'en occuper, et du coup, ça vous correspond pas forcément.
Jean-Baptiste, personnellement, relance au bout de 2-3 semaines. Franchement, ça me paraît pas mal. Ça dépend ce que tu vises, mais ça me paraît un bon ratio. Pérez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer votre mail pour recueillir des suggestions complémentaires? Est-ce que tu me parles à moi? Non. Tac, 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 la réunion est enregistrée, oui. Bonjour, nous comptons les éléments par mail. Ah non, d'accord. C'était Céline. Tac, 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 merci Lucas, est enregistré, de rien, super, merci. Hop, il y a de la batterie. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette partie-là ou je peux passer à la partie CV? Après, moi, ce serait juste pour rebondir donc sur les relances, Bien c'est sûr, que dis-moi. quand on, quand on va prospecter, enfin quand on va postuler sur le site carrière de l'entreprise, souvent après on reçoit dans notre boîte mail un message automatique qui dit que notre candidature a bien été prise en compte. Et souvent dans ce mail-là, c'est écrit si vous n'avez pas de retour de notre part d'ici 3 semaines, d'ici 4 semaines, vous considérez que votre candidature n'a pas été prise en compte ou des choses comme ça. Voilà. Mhm. C'est Bah, pour ajouter ça éventuellement aussi. ouais, bah en fait, c'est ce que j'ai dit du coup après en nuançant mes propos parce qu'effectivement, je sais qu'il y a des grandes boîtes qui fonctionnent comme ça. Bon, bah là pour le coup, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Surtout qu'il y a certains sites, alors je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais il y a certains sites où bah, même tu peux pas envoyer ta candidature une deuxième fois, donc tu peux pas relancer et t'as pas le mail de RH. Bon, donc là pour le coup, bon, effectivement c'est un peu dommage, mais c'est foutu. Par contre, il y a des boîtes, si tu peux renvoyer ta candidature ou alors tu peux essayer de contacter les RH directement sur LinkedIn parce qu'en vrai c'est possible, tu vois bah en fait fais-le quoi. Si tu arrives à trouver les RH, etc. Parce qu'en vrai, normalement, les ressources humaines, bah, regardent leur LinkedIn et du coup, bah, c'est ce que je disais, tu vas contacter les personnes via un autre moyen, donc ça peut être intéressant. Donc après avoir. Mais par contre, effectivement, je sais qu'il y a des sites où tu ne peux pas postuler 2 fois et où bah, ils t'envoient ça. Donc bon, après, écoute, si effectivement au bout d'un mois, tu as peu de réponse et qu'ils te disent ça, bon, bah écoute, ça arrive. Après, moi, j'ai des gens en vrai. Ça peut vous faire espérer un peu, et qui ont reçu des messages comme ça et qui en fait ont reçu, au bout de 3 semaines et demie, ils ont reçu un message. On leur a dit attendez un mois, et en fait au bout de 3 semaines et demie, ils ont eu un retour quoi. Donc ça dépend un peu des industries, ça dépend un peu des secteurs, parce que bah, en fait les boîtes sont plus ou moins réactives, mais ça vient aussi, pour être totalement transparent avec vous tous, ça vient aussi du fait que bah, il y a des, tout simplement il y a des comment dire, il y a des secteurs qui sont plus pénuriques que d'autres. Moi je sais que dans la tech ça n'existe pas parce que c'est pas un secteur pénurique. Par contre effectivement quand on est RH par exemple, bah, des RH il y a beaucoup de candidats, donc ils se permettent de laisser plus de temps, de ne pas rappeler, etc. Donc voilà, donc chaque industrie est assez différente là-dessus. Je passe sur la partie CV? Oui. Eh ben allez, c'est parti. Bon, du coup, le CV, je pense que ceux qui ont fait l'atelier par rapport au CV, bon, vous le savez, donc je vais plutôt vous donner des tips, mais déjà, il faut l'adapter. Moi, c'est quelque chose que mes amis, quand je leur donne des conseils, ils n'aiment pas parce qu'ils sont fainéants, mais c'est qu'en fait, il faut l'adapter. Pour moi, je vous le dis franchement, et ça va peut-être vous étonner, pour moi, il doit y avoir autant de CV différents que vous postulez à des boîtes. Je vous explique. Avant, avant que vous soyez tous tombés des nues et vous disiez ça me prend trop de temps, je ne parle pas de changer la couleur à chaque fois, de changer votre photo ou de changer tout à chaque fois. Mais juste en fait, mettez en avant sur votre CV ce qui va être important pour la société ou ce qui va être important pour le poste auquel vous postulez. Et c'est-à-dire que moi, par exemple, mon CV, ce que je faisais, c'est que je mettais en gras par rapport au CV, aux boîtes auxquelles je postulais, ce qui était important. Et suivant les sociétés, vous vous rendez bien compte que quand j'ai du recrutement, quand j'ai du business development, quand j'ai de la communication, ce n'était pas les mêmes compétences. Donc je mettais en gras ou je faisais ressortir pas les mêmes choses. Donc c'est ça que je veux vous dire. C'est pas tout changer votre CV, mais en tout cas, il y a des choses à changer. Comme par exemple l'entête, donc pour répondre à la question de tout à l'heure, l'entête du CV. L'entête du CV, déjà, doit être semblable à l'offre. Donc là, on parlait de mots-clés, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, typiquement, vous postulez à un poste de BizDev. Je vais prendre un exemple. Si je veux prendre un exemple, vous postulez à un poste de consultant en recrutement en cabinet de recrutement. Il faut savoir qu'à un poste de consultant en cabinet de recrutement, il y a du recrutement, mais il y a aussi beaucoup de commercial parce que c'est vous qui faites le lien avec les entreprises, vous allez chercher vos clients, etc. Là, typiquement, pour un poste, vous répondez à un poste de consultant en recrutement. Vous mettez pas, si vous êtes RH, si vous faites juste du recrutement, mettez pas juste RH. Ou si vous faites juste de la prospection, de prospection commerciale, vous êtes commercial, vous mettez pas juste commercial. Mettez consultant en recrutement adapté. Adapté parce qu'en fait, si vous voulez, moi, ça m'arrive plein de fois d'avoir des CV où en fait l'entête ne correspond pas. Par exemple, je vous prends un exemple. Moi, mon poste de chasseur de tête,
Et ben en fait, il y a, c'était quoi l'entête que j'avais eu? Chef de projet RH. Mais chef de projet RH, moi, il faut savoir que je fais pas du tout de chef de projet RH. Enfin, ça n'a rien à voir avec mon métier, quoi. Mais c'est juste que la personne était intéressée par le poste de consultant en recrutement. Mais si déjà on commence avec l'entête du CV qui est déjà pas track, sachant que le recruteur, c'est la première chose qu'il va voir, bah déjà, on n'est pas bon, quoi. Donc, faites ressortir par rapport à ça les mots-clés de l'annonce. Ensuite, par rapport au CV, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que déjà, un recruteur, il va sélectionner en quelques dizaines de secondes votre CV ou non. En gros, en quelques secondes, en 30 secondes, franchement, moi, je sais si je vais appeler un CV ou pas. Je dis pas que je passe que 30 secondes sur le CV, mais je sais dans les 20-30 premières secondes si je vais appeler le CV ou si je vais pas l'appeler. Et ça, c'est assez semblable. J'ai pas mal d'amis qui sont dans le recrutement dans différentes choses et on est assez pareil là-dessus parce qu'en fait, comme vous le disiez, on reçoit beaucoup de candidatures et on doit aussi aller chercher beaucoup de candidatures. On peut pas se permettre de rester 30 minutes, 15 minutes, même 10 minutes sur un CV, un seul CV. Donc la décision doit être prise très rapidement. Et donc pour ça, faites une phrase d'introduction pour vous faire gagner de la visibilité, pour faire valoriser votre candidature et pour expliquer ce que vous voulez. Je vous prends un exemple. Moi, quand je cherchais enfin, quand j'ai donné mon CV pour mes premiers CDI, par exemple, en en-tête, j'avais 3 lignes. Donc la première ligne, si je me rappelle bien, c'était les secteurs que je visais, enfin le type de poste que je visais, donc consultant en recrutement ou business développeur. Ensuite, je mettais le secteur, startup, quand j'étais dispo, et j'ai oublié quelque chose, et la localisation, où j'étais mobile, pour qu'en fait, bah, au moins, il y a les infos primordiales. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, il y a plein de personnes qui ne mettent pas ça. Et par exemple, je ne sais pas où ils sont mobiles. Donc en fait, mon équipe, elle est à Paris 2e. Bah, en fait, si la personne elle est à Marseille, c'est cool. Mais en fait, si elle n'est pas prête à bouger à Paris, bah, ça ne sert à rien qu'elle m'envoie son CV. Ça ne sert à rien que je l'appelle. Donc en fait, pensez à ces mots-clés, justement. Pensez à ces mots-clés, pensez à ces phrases d'introduction pour déjà un peu guider et expliquer ce que vous voulez faire. Et donc ça, c'est assez important parce que ça va nous faire gagner du temps. Et vous aussi, vous allez en gagner. Parce que vous allez voir aussi, c'est quand on s'appelle tac, un recruteur vous appelle, vous passez 15 minutes avec lui au téléphone, en fait, et en fait, en vrai, il aurait pu éviter de vous déranger et de perdre du temps pour un truc qui ne servait à pas grand-chose. En fait, voilà, faites-le, quoi. Mettez vos critères parce que c'est important. Ensuite, sachez mettre vos compétences en avant sur votre CV. Parce qu'en fait, bah, là, on parlait de profil de reconversion, mais il y a peut-être des profils qui sont juniors, qui cherchent leur premier CDI ou autre, ou leur premier stage, là, au milieu de vous tous. Bah, il faut savoir que y a des compétences concrètement qui peuvent contrer un manque d'expérience ou des études pas dans le bon secteur, par exemple. Parce que bah, on ne se rend pas compte, mais il y a des compétences que vous avez acquises plutôt dans d'autres expériences et qui en fait bah, vont vous faire gagner du temps, vont correspondre avec le métier que vous visez. Alors que vous n'avez pas forcément d'expérience en RH, etc. Mais peut-être qu'en fait, vous avez fait des choses avant, des projets perso, etc., qui en fait ont des compétences similaires. Donc, pensez à mettre en avant vos compétences parce que effectivement, ça peut combler un diplôme qui n'est pas celui qui est pas forcément demandé ou des petites choses comme ça. Ensuite, attention avec votre CV. Votre CV, il doit attirer l'attention, il doit sortir, il doit sortir du lot. Typiquement, il faut savoir qu'il y a certains postes, on reçoit 50 candidatures pour un poste. On est compte pour un poste. Donc en fait, c'est bien d'avoir les compétences, etc. Mais vous vous doutez bien que sur les 50 CV, bon, il va bien y en avoir quelques-uns qui vont avoir les mêmes compétences, les mêmes diplômes, etc. Donc il faut sortir du lot. Sortir du lot, c'est tout simplement bah, attirer votre attention avec votre CV. Donc comment vous valorisez votre CV bah, soyez original. En plus, il y a beaucoup d'exemples en ce moment. Je vous ai parlé du coup de Léna Jouot, je crois si je ne me trompe pas son nom de famille, mais aussi j'avais vu des personnes qui avaient fait des recettes de cuisine parce qu'ils visaient je ne sais plus quoi. Il y en avait qui avaient fait des packaging parce que je crois qu'ils voulaient rejoindre Michel et Augustin. Plein de petites choses comme ça. Soyez inventifs, mais sortez de tout ça. Et notamment, par exemple, avec le graphisme et la communication. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent travailler dans ces secteurs-là, mais moi, ça m'est déjà arrivé de devoir recruter des gens dans le graphisme et la communication, et leur CV était, désolé-moi le mot, hein, mais était moche, était vraiment très très moche. Et alors qu'on est sur quand même deux secteurs où en fait, bah, il faut quand même que les choses soient plutôt claires, que ça passe un bon message. Et vraiment des secteurs, vraiment des CV, je vous dis, ils étaient laids quoi, ils étaient hideux. Et sur ces secteurs-là, c'est hyper important. Alors oui, par contre, quand on est bizdev, oui, ton CV est souvent beau qu'un graphiste, bon, c'est pas très grave. Mais quand on est graphiste, qu'on est dans la communication et qu'on fait des CV qui sont pas chouettes, bah là, on dévalorise grandement sa candidature. Donc, à garder dans un coin de sa tête. Ensuite, pensez à soigner votre CV au maximum et à l'adapter.
secteur, c'est un peu ce que je vous disais aussi tout à l'heure, mais secteur, personnalité, ton. Je vous prends un exemple. Alors, on est peut-être très éloigné des boîtes auxquelles vous postulez. Là, je vais vous parler d'un cas personnel parce que, comme vous l'avez dit en préambule, j'ai pas mal de petites histoires marrantes à vous raconter. Par exemple, moi, je cherchais un stage entre ma quatrième et ma cinquième année d'école de commerce. Et en fait, ma meilleure amie avait un chien. Alors, vous ne comprenez pas trop le rapport, mais vous allez vite le comprendre. Et en fait, j'étais allé pendant l'été et tout chez elle, et puis on a pris une photo avec le chien, etc. Et en fait, le hasard fait que quelques mois plus tard, je reçois une annonce pour rejoindre une start-up dans les jeux vidéo pour être responsable communication et aussi s'occuper de leur marque employeur et recruter pour eux. Et du coup, je m'intéresse à leur société, etc., à leur vie d'entreprise. Et là, bingo, ces gens avaient un chien, enfin même deux. On a même fini à trois, mais on avait deux. Et ils adoraient les chiens, ils les mettaient beaucoup en avant. Et bah bingo, et bah j'ai osé, ça a pu jouer en ma défaveur, mais ça joue en ma faveur. Et bah j'ai mis une photo sur mon CV. Et bah moi en train de danser avec le chien, avec un chien. Et dans les hobbies, j'avais mis, alors le chien s'appelait Chausson, donc j'avais mis danse avec Chausson. Et ils ont surkiffé. Ils m'ont appelé tout de suite le lendemain. Ils m'ont appelé tout de suite le lendemain. Et en fait, ils ont adoré le côté complètement décalé, le côté je me suis adapté à eux, ce qu'ils aimaient et tout. Et alors qu'en vrai, même moi, j'adore les animaux, mais j'ai pas de chien. Et en fait, ils ont absolument adoré la photo avec le chien. Enfin, j'étais casquette à l'envers avec le chien pieds nus. Photo pas du tout pro. Et en fait, ils ont adoré parce que eux, c'était une boîte qui était hyper décalée, qui adorait les animaux. Et en fait, ça fait bingo, quoi. Et j'ai trouvé mon stage. Ils s'est même continué en CDD remote quand je suis parti à l'étranger. Et en fait, je suis resté 7 mois dans cette société, quoi. Et ça a tenu à rien. Et peut-être que sans ça, je n'aurais pas eu le poste. Parce que pour info, moi, j'avais jamais travaillé en communication avant ça. Donc, voilà, donc ça fait un peu bingo. Et ça m'a grave servi. Mais par contre, voilà, par exemple, si j'avais postulé chez Unilever ou dans un grand groupe, bon, évidemment, j'aurais pas fait ça. C'est pour ça que je vous parle de personnalité, de ton. Donc, attention à ce que vous faites, mais c'est pour ça que renseignez-vous sur les entreprises, pour savoir comment vous adapter. Ensuite, n'hésitez pas à mettre votre classement de promo, vos résultats, vos options ou encore vos notes dans vos CV. Parce que ça, pour nous recruteurs, en fait, ça donne de la consistance à votre candidature. Ça paraît tout bête, mais moi, par exemple, il y a des personnes que j'ai recrutées, ils étaient majors de promo. Bah, c'est tout bête, oui, c'est un biais cognitif, mais moi, en fait, je me dis major de promo, ok, peut-être la personne a des faciलिtés, mais je me dis, c'est quelqu'un qui a bossé toute sa scolarité. Enfin, moi, concrètement, il y a une fille que je connais, pendant 5 ans, elle a été 5 ans major de promo, je pense pas que c'est un hasard, et je pense pas qu'elle a été juste avec des gens qui ne bossaient pas assez. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est intéressant. Quand vous êtes commerciaux, mettez vos résultats. Ça donne vraiment de la consistance et ça valorise votre profil par rapport à tous ceux qui ne le font pas. Donc ça aussi, c'est assez important. Ensuite, autre point, les références. Ça, c'est un plus. Alors, je ne dis pas forcément d'indiquer directement comment dire, les coordonnées personnelles de ces personnes-là, mais moi, je sais qu'il y a des personnes qui mettent, par exemple, référence machin, de directeur de machin, machin de directeur de machin. Ça, c'est bien. Parce que déjà, ça montre que vous avez anticipé, et ensuite, ça montre qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre du temps et à commenter vos bonnes performances. Et ça, c'est très bien, parce qu'il y a très peu de gens qui le font. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ensuite, essayez de faire le lien entre vos compétences et celles demandées. Donc ça, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais en fait, si vous voulez, par rapport à ça, moi j'ai un exemple personnel. En job étudiant, pour gagner un peu d'argent, je travaillais chez TLM. Bon, c'était pas le métier le plus épanouissant, le plus enrichissant, parce que du coup, je devais appeler des gens qui devaient des sous et qui n'avaient pas payé leur crédit. Donc c'était pas très très rigolo, mais du coup c'est hyper intéressant dans le sens où j'ai appris pas mal de choses. Mais en fait, mon boulot, c'était juste d'appeler des gens et les passer au téléphone à d'autres personnes. Donc, il fallait être hyper persévérant. Il fallait rien lâcher. C'était très dur. Les journées étaient très longues. Et en fait, c'est tout bête. Et du recouvrement de crédit, j'en ferai plus jamais de ma vie. Sauf qu'en fait, là, aujourd'hui, ça me sert beaucoup en tant que consultant en recrutement chez Urban Linker parce qu'en fait, mon quotidien, c'est quoi? C'est appeler des gens qui veulent pas me répondre parce il y en a certains qui ont déjà du boulot et en fait je me prends des portes tout le temps. Et concrètement, peut-être que si j'avais pas eu ce boulot quand j'étais plus jeune, peut-être que je serais pas devant vous aujourd'hui parce que j'aurais pas appris à être aussi persévérant et à rien lâcher, quoi. Parce que le métier était beaucoup plus dur que celui que je faisais aujourd'hui, quoi. Donc ça, voilà, c'est des petits fun facts, des petites choses intéressantes. Mais des fois, on se dit, en fait, j'ai fait ça, mais ça n'a rien à voir. Si, il y a des compétences et il y a des qualités que vous avez acquises qui sont hyper importantes. Donc, à garder en tête. Et puis ensuite, je finirai là-dessus par rapport au CV. N'oubliez pas le but du CV. Le but du CV, c'est pas de vous faire recruter. Le but du CV, c'est de vous faire contacter. Et ça, c'est très important.
vous vous ferez jamais recruter grâce à un CV. Par contre, vous pouvez ne pas vous faire recruter par rapport à un CV. Donc ça, il faut que vous l'ayez en tête. En fait, chaque phase du recrutement a un but. Le CV, c'est de vous faire contacter ou qu'on lise votre lettre de motivation. Et, enfin, les deux, c'est un peu pareil, c'est de vous faire contacter pour que derrière, vous ayez votre chance en physique ou au téléphone et qu'après, vous puissiez défendre votre bout de gras, comme on dit, quoi. Donc ça, il faut que vous l'ayez en tête parce que, effectivement, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas. Moi, je sais que je discute avec des amis et tout. Ils disent, ah, mon CV, machin, mais en fait, ton CV, il te sert à te faire contacter. Donc, parce qu'on me dit, ah, mais j'ai pas pu mettre ça sur mon CV, j'ai pas pu mettre ça sur mon CV. Non, mais c'est pas grave, sur ton CV, tu mets le plus important. Le CV, il doit vous faire appeler et ensuite, vous défendrez votre bout de gras en physique ou au téléphone et vous devez donner envie qu'on vous embauche. Mais le CV, il est là pour vous convaincre de vous appeler et pas de vous embaucher. Donc ça, il faut bien que vous l'ayez en tête parce que je pense que c'est assez important et il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport au CV Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord peut-être Est-ce que vous avez des expériences à partager? Dites-nous. J'ai des questions. Ah. Eh ben, je t'écoute. J'ai 2 questions. La première, c'est sur les résultats, sur des examens. Ouais. Est-ce que ça fait pas redite si on met et la mention et la note? Est-ce qu'il faut faire un choix du coup? Est-ce que voilà? Alors, ça dépend les examens. Pour le coup, je pense que si tu as une mention ou des choses claires qui sont connues de tout le monde, ça vaut le coup d'en parler, tu vois. Moi, je sais que typiquement, j'ai fini ma scolarité aux États-Unis où en fait, tu as des boîtes françaises, elles savent pas à ce que ça correspond. Tu vois, elles savent pas à quoi ça correspond. Enfin, moi, c'était des lettres, donc déjà, j'ai dû mettre sur 4. Et en fait, aux États-Unis, on n'est pas du tout noté pareil qu'en France. En France, tu as 10 sur 20, tu es pris. Aux États-Unis, en fait, à 10 sur 20, tu n'as pas ton diplôme. Donc, en fait, ça va un peu dépendre de où tu postules, si c'est à l'étranger ou en France, et des diplômes que tu as. Par contre, effectivement, si tu as une mention qui est claire pour tout le monde, je prends un truc tout bête, mais par exemple, je sais pas, une licence ou un bac où tu as une mention bien ou très bien, bon, ça en France, c'est assez clair, tu vois. Donc, peut-être pas besoin de mettre la note. Mais par contre, pour des choses qui sont peut-être un peu moins connues ou un diplôme que tu as eu à l'étranger ou alors tu as postulé à l'étranger, ça vaut peut-être le coup de mettre ta note ou de comment dire, ça vaut peut-être le coup de mettre ta note et ta mention. Tu vois, je prends un exemple tout bête. Par exemple, aux États-Unis, tu fais une dissertation, tu peux avoir 20 sur 20. Enfin, tu peux avoir un A qui représente un 4 sur 4. En France, en vrai, avoir un 20 sur 20 en disserte, en vrai, c'est pas comme ça qu'on est éduqué en France. Tu as un 16, en fait, c'est super bien. Bravo. Tu vois. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est à faire attention suivant les pays. Et aussi, j'ai fait mes études, j'ai eu mon bachelor à Prague. Et à Prague, c'est encore différent aussi. Donc, si tu veux, c'est pour ça, ça va dépendre de où tu postules et de si tes diplômes sont français ou non, quoi. En Donc gros, c'est pas pardon. en gros, en fait, pour faire simple, parce que en fait, je me rends compte que j'ai fait de longues phrases pour dire une chose qui aurait pu être vachement résumée. C'est en gros, ça dépend de où tu as eu tes diplômes et de où tu postules. Si c'est le même pays, en vrai, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pas le même pays, c'est là où il faut peut-être préciser. Donc mettre les 2, ça fait pas trop lourd? Après ça dépend. Est-ce que tu as un exemple en particulier ou pas? Bah oui, parce qu'en fait, j'ai frôlé une mention supérieure et du coup, je me posais la question s'il valait mieux mettre la note ou Ah, ouais, ok. ouais. Ok, et dans ce cas-là, mais peut-être plutôt la note. Dans ce cas-là, je te conseille peut-être de mettre plutôt la note parce qu'effectivement, alors je sais pas quel bac c'est, mais par exemple, effectivement, le bac, si tu as 15,95, tu as la mention bien alors qu'en fait, tu étais à 0,0 d'avoir la mention très bien. Donc peut-être mais effectivement, mets la note. Tu peux mettre la note et ça montre que tu étais plus proche des 16 que des 14, quoi. OK. Et ma deuxième question, c'est sur les références. Tu as parlé de mettre les références, enfin des gens qui pouvaient voilà, être références pour nous. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça sur un CV, comment le présenter. Est-ce que du coup, on met juste le nom, la fonction? Mhm. Parce que du coup, si on met un téléphone de quelqu'un sur un CV, ça peut être Ouais. un peu mal pris par la personne, a priori? Effectivement, alors il y en a qui doit avoir le comment dire, qui doit avoir l'autorisation. Moi, en vrai, je le conseille pas parce qu'en vrai, déjà, parce que tu as des boîtes qui s'en servent impunément, qui vont en fait trouver ton CV et qui vont pas t'appeler toi, mais qui en fait vont prendre les références pour faire de la prospection, je ne sais quoi. Donc, je conseille plutôt de pas mettre les mails et les comment dire et les numéros de téléphone, mais par contre mettre Patrick, je ne sais pas comment, directeur de telle boîte, c'est bien, tu vois, dans un encadré référence. Par contre, parce que, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que moi, je l'ai vu déjà plein de fois, mais parce que tout simplement, enfin, désolé pour ceux qui le font, hein, mais je le faisais aussi. En vrai, enfin, vous vous rendez peut-être pas compte, mais en fait, c'est ridicule. Enfin, le mot est peut-être fort, mais c'est ridicule, en fait, de mettre référence disponible sur demande. En fait, bien sûr, si vous avez envie de rejoindre ma boîte, si je vous demande de référence, si vous avez envie de me rejoindre, vous allez me donner votre référence. Et en fait, il y a plein de gens, et en fait, il y a plein de gens qui mettent ça, et moi aussi, je le mettais. Mais
en fait, quand tu y réfléchis, tu prends un peu du recul, bah, en fait, oui, forcément. Donc, mettez plutôt pour dire que vous avez des références. En vrai, parce que là, en vrai, le sujet, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu as des gens qui mettent ça pour dire, OK, moi, j'ai des références. Bah, en fait, si vous avez des références, bah, mettez le nom de la personne avec son poste et de la boîte. Et puis, vous mettez pas ses coordonnées. Et la personne, bah, quand il y aura besoin des références, et bah, vous la contactez et vous lui demandez si vous pouvez les donner. Mais au moins, ça montre qu'il y a un vrai truc. Parce qu'en fait, je vois plein, par exemple, de jeunes diplômés, même des amis à moi, qui font ça. Mais en fait, bien sûr que tu vas donner des références si on t'en donne. Enfin, moi, par exemple, chez Urbanicure, si on n'a pas de référence, on recrute pas. La personne, elle peut être super, être complètement dans le scope, avoir réussi tous ses entretiens. Si on n'a pas de référence, on l'embauche pas. Parce que pour nous, c'est ultra, ultra important d'avoir des références. Ok, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Ouais. Par rapport à les recommandations, comment ça apparaît au niveau du CV, au niveau rubrique Ouais. Est-ce que c'est... En fait, il y a différentes choses. Moi, la partie recommandation, les différentes choses que j'ai vues, pardon, j'ai parlé français, c'est soit, du coup, tu fais une colonne à côté, tu sais, où en fait, il y en a certains qui mettent leur nom, véhiculé, permis, machin, avec les langues, et en dessous, ils mettent référence, vous pouvez contacter Corentin, directeur machin, Laurence, directrice machin, là, ou alors, en fait, en bas, en encadré en bas, en mode référence. Et là on met par exemple hobby à gauche et référence à droite et en fait vous mettez les références. Après les références, il n'y a pas 15 noms à mettre. Vous en mettez deux, c'est déjà très bien. Même si vous en avez plus, vous mettez les deux plus importantes pour montrer ok, il y a ces personnes-là qui sont prêtes à commenter mon bon travail et puis c'est suffisant quoi. Mais faites attention à votre CV de ne pas vouloir trop en mettre parce que c'est aussi pour ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est pour ça que je vous disais attention, votre CV, il ne vous fera pas recruter. Le but du CV, c'est qu'il déclenche la curiosité, qu'il donne envie de vous appeler. Donc dans votre CV, il n'y a pas tout. Même moi aujourd'hui, moi je ne me suis pas reconverti. Moi je savais ce que je voulais faire à 20 ans, j'en ai 27, c'est exactement ce que. Enfin, j'ai continué sur un standard normal et même moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire et je ne mettrai pas tout sur mon CV parce que depuis que j'ai 17 ans, je bosse, etc. et je fais plein de trucs. Donc, je mets pas tout. Donc, c'est ça aussi la pertinence du CV. C'est pour ça que je vous parlais de l'adapter. C'est pour ça que je vous disais, bah, mettez en fonction de ce que vous voulez faire et de ce qui est pertinent par rapport à où vous postulez. Par exemple, moi, l'été, je travaillais au Crédit Agricole en banque. En soi, la banque, c'est pas un secteur qui m'intéresse de dingue aujourd'hui. Et bah, par exemple, je sais que si demain, je postule pour un poste de recruteur en banque, et bah, je vais remettre mes différents stages et mes différentes expériences professionnelles en banque. Alors que si je postule sur un autre truc, sur un autre secteur, bah, je ne les mettrai pas. Donc c'est pour ça, sur votre CV, mettez les choses qui sont pertinentes. C'est pour ça que je parle d'adaptation, mais ne voulez pas trop en mettre. Un CV, ça doit tenir sur une page. Et si vous avez plus, bah, vous sélectionnez les choses les plus intéressantes. D'accord, mais toutefois, si on enlève, ça fait des trous. Bien sûr, mais en fait, du coup, pour éviter les trous, ce que vous pouvez faire, et ça c'est ce que j'ai dit aussi parce que j'ai des amis qui m'ont fait la même remarque, c'est en fait bah, mettez, je dis n'importe quoi, 2006-2012, j'étais assistante adjointe là, j'étais vendeuse en commerce de proximité, j'étais caissière là, j'étais barman ici. Vous mettez en fait un truc pêle-mêle sans rentrer dans toutes les infos, mais juste pour montrer que vous n'avez pas rien fait pendant 6 ans, mais que vous avez fait quand même quelque chose, mais que c'est pas pertinent de revenir dessus et que à la rigueur, bah, de toute façon, en entretien, si vous rencontrez, de toute manière, vous allez en parler. On va vous poser des questions. Mais juste pour montrer, vous n'avez pas eu un blanc de 6 ans où vous n'avez rien fait, vous êtes resté chez vous sans rien faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Oui, je vois. Bon. C'est mentionné. Voilà. En fait, il faut mentionner, mais il faut par pas. Contre, ouais. je profite. Mm-hmm. Par rapport au salon, oui. Pour la ligne qu'on rajoute au niveau du CV, comment, au niveau centre d'intérêt, ou comment ça? Ah, et ben en fait, en niveau centre d'intérêt, par exemple, vous pouvez mettre cuisine, voyage, etc. Et puis vous pouvez mettre aussi salon, j'ai participé à Vivatech si vous aimez bien la tech, salon d'agriculture si vous visez quelque chose là-dedans. Enfin, en fait, vous mettez voilà, dans vos hobbies sans intérêt parce qu'en fait, les salons, en plus, c'est des choses que vous faites sur votre temps personnel. D'accord. Merci. Avec plaisir.
Est-ce qu'on a d'autres questions avant de passer aux lettres mail de motivation? Alors, Oui, oui, pardon, moi j'ai une question. Eh ben, je t'écoute. Alors, donc oui, c'était par rapport aux références, performances, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai bien tout compris, mais par exemple, moi, il y a quelques mois, j'ai eu une expérience en tant que téléconseillère chez Darty, Très bien. donc le service client, etc. Et donc, où il y avait trois types on était évalués, entre guillemets, de trois façons. La Ouais. satisfaction client, le first call resolution, c'est-à-dire est-ce qu'on arrivait à résoudre le problème du client sans qu'il ait besoin de nous rappeler dans moins de 3 jours. Mhm. Et le troisième truc, c'était la productivité. Ok. Et donc, moi, il se trouve que j'avais des bons résultats sur la satisfaction client et le first call resolution. Est-ce que ça, par exemple, c'est un truc que je peux mettre en avant sur le CV? Bah, bien sûr, et je te le conseille, et encore plus si ça a un rapport de près ou de loin avec ce que tu veux faire par la suite. Parce que effectivement, c'est des choses à mettre en avant. De toute manière, à partir du moment où tu as de bons résultats dans un métier, mets-les parce que ça veut dire que voilà, tu as fait ton boulot et même si ça n'a rien à voir, et ben c'est important. Enfin, je prends un exemple tout bête, mais tu vois, s'il y en a s'il y a un boulanger qui était élu meilleure baguette de Paris en telle année et qu'en fait ce gars-là il veut se mettre au développement informatique ou il veut devenir RH, bah ok, ça n'a peut-être rien à voir, sauf qu'en fait, au moins, on sait que ce gars-là, il a été passionné dans son boulot au point de se donner à fond et d'aller chercher cette récompense-là, tu vois. Donc, c'est pour ça, tant que vous avez des succès, mettez-les en avant. Après, en fait, en fonction de ce à quoi vous visez, soit vous le mettez sur votre CV, si c'est un rapport, et si vous pensez que ça peut faire déclencher un entretien. Par contre, s'il n'y a pas de rapport, bah, glissez-le en entretien pour montrer que vous êtes quelqu'un qui vous donne à fond, qui se donne à fond dans ce qu'il fait, et que bah, si j'ai envie de réussir et que je suis passionné, bah voilà, je peux avoir ce genre de résultat-là. D'accord, ok. Du coup, ouais, en termes de présentation aussi sur le CV ou même sur la façon de le dire en entretien de recrutement, j'ai plus mes chiffres exactement, mais tous les jours, ou presque tous les jours, à la boîte, ils mettaient des fiches avec nos résultats en pourcentage et puis si on était premier ou plutôt à la fin. Et donc moi, j'avais des bons résultats, je faisais partie des premières, donc ouais, je peux mettre. Ouais, bah bien sûr, il ne faut pas avoir peur de le mettre. Hein. Ouais. Et ça, je vais vous en parler après, mais il ne faut pas avoir peur justement de ne pas se sous-estimer. Parce que ça aussi, c'est un gros problème quand on est en reconversion. Alors, je ne sais pas, toi, si c'est dans ce cas-là, mais quand on est en reconversion, on a tendance aussi à se sous-estimer. Et non, en fait, non, parce que vous avez des compétences, alors peut-être pas des hard skills, mais des soft skills, et vous avez vu d'autres choses avant, donc il ne faut pas se sous-estimer, donc il ne faut pas avoir peur de se mettre en avant. Ok, donc soit je peux mettre ces chiffres-là, soit aussi pour la recommandation, est-ce que je peux mettre c'était mon manager dans ce boulot-là, je peux Bah, mettre bien sûr. Tu peux mettre les deux et c'est mieux deux fois qu'une, donc effectivement, oui, bien sûr. Donc ça peut tout à fait la même, le même chose, c'est que d'un côté, tu montres que tu as quelqu'un qui peut, confirmer tes bons résultats, d'un autre côté, tu montres que tu as des bons résultats, donc bien sûr, go. Hein. Moi, je peux que te conseiller. Ouais. Et pour mentionner son nom, on n'a pas besoin de le prévenir avant, de lui demander? Moi, je te conseille quand même de demander. Après, en vrai, la personne, en vrai, je vais dire quelque chose de débile, mais tu vois, Corentin Flaché, tu mets Corentin F, directeur machin. Bon, je pense pas qu'il va t'en vouloir, tu vois, s'il veut pas qu'il y ait son nom et tout. Demande quand même, tu vois, pour pas que ça te tombe dessus. Mais en soi, en vrai, si tu mets pas ses coordonnées, bon, je pense pas qu'il y ait trop de problème. Ok, Mais à merci. demander quand même. Avec plaisir. Clément nous demande, et si j'ai pas beaucoup d'expérience ou très peu en rapport avec le métier visé, comment je peux faire pour valoriser mes expériences professionnelles? Alors ça, c'est une très très bonne question. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, oui, il y a des... quand tu es en reconversion, je ne sais pas si c'est ton cas, Clément, ou si tu es juste junior et que tu as encore fait très peu de stages. En fait, on a tous commencé à un moment où on avait très peu d'expérience. Enfin, moi le premier, et on est tous dans le même cas, peu importe ce qu'on a fait avant. On a tous commencé à un moment où on a très peu de choses à montrer. Sauf qu'en fait, ce qui est intéressant avec ce que tu as pu faire avant, c'est soit tu as peut-être été dans une asso, peut-être que tu as fait du sport, peut-être que tu as fait différentes études, peut-être que tu as fait un autre métier. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, faire ressortir les compétences que tu as acquis et ce que tu sais faire, et qui sont transposables, ou en tout cas qui montrent certaines choses. Je parlais tout à l'heure, ok, Clément va très bien, mais Clément, du coup, toi, tu as peut-être fait du sport, tu as peut-être fait de la musique, tu as peut-être aidé tes parents, tu as peut-être aidé ta famille sur des choses, peut-être que tu as fait des jobs saisonniers, enfin, tu as forcément fait des choses dans ta vie, en fait. Tu es peut-être juste passionné d'un truc que tu fais en autodidacte, tu as forcément fait des choses dans ta vie qui t'ont demandé des compétences et des qualités que tu peux mettre en avant sur ton CV. Après, oui, quand on est junior, on a forcément moins de choses à mettre sur son CV. Ça, je suis complètement d'accord. Et du coup, il y a moins de choses à adapter. Mais il y a quand même des choses à dire et des choses à mettre en avant. Donc là où des gens vont peut-être mettre plus en avant
leurs compétences, leurs hard skills, donc leurs compétences techniques, ce qu'ils ont appris, bah toi, tu vas mettre en avant tes soft skills et tout ce que tu es capable de faire en termes de savoir-être et de soft skills, tout simplement. Donc voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Clément. Joseph Alors, demande. pardon, Je fais Joseph et je te reprends juste après. pas de souci. Super, merci. Joseph nous demande si on a peu d'expérience, est-ce qu'on a moins besoin d'adapter notre CV? Bah là, oui, je répondais entre guillemets aussi. Oui, en fait, oui, on a moins besoin d'adapter son CV parce qu'en fait, tu te rends bien compte que quelqu'un qui fait une reconversion et qui a 20 ans d'expérience et quelqu'un qui en fait a 2 ans d'expérience, bon, il y a forcément moins besoin d'adapter son CV. Mais par contre, il y a quand même des choses à adapter parce qu'en fait, si tu postules, bah, je vais reprendre l'exemple de Darty et Unilever qui sont quand même pas sur des mêmes secteurs. Tu as la grande consommation d'un côté et l'électroménager, etc. de l'autre. Bah, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc, tu auras peut-être des choses à mettre en avant ou non dans telle ou telle autre chose. Donc, effectivement, tu auras moins de choses à mettre, moins besoin d'adapter des choses, mais tu auras quand même des choses à adapter. Parce qu'en fait, en fonction du secteur, etc., tu n'auras peut-être pas les mêmes affinités. Je te prends un exemple, tu postules dans une boîte de transport pour faire RH dans une boîte de transport et tu postules au PSG pour faire RH, et en fait, tu es un grand fan de foot. Bon, tu vas peut-être mettre en avant ton goût pour le PSG et le fait que tu suis foot depuis que tu as 4 ans, quoi. Donc à avoir en tête, Joseph. Du coup, je sais pas qui. En fait, je vois pas qui c'est qui pose des questions, donc je te laisse reprendre la parole. Oui, c'était Céline du Saisie, du coup. Je me permettais d'intervenir parce que tu es victime de ton succès. Et c'est vrai que ça fait 2 heures. Je voulais juste savoir combien de parties il te restait pour. Ouais. Bah, en fait, là, j'ai la lettre de motivation. Je suis très très rapide et l'entretien, je pensais le faire assez rapidement, sans trop d'exemples. En fait, je croyais qu'on avait de 16 à 18 heures, moi. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, et ben écoute, très bien. La lettre de motivation, de toute façon, ouais, j'avais que quelques petites choses à dire. Du coup, donc, juste vous apporter quelques infos de la lettre de motivation. Déjà, la lettre de motivation, pour beaucoup de boîtes, ça a été remplacé par le mail de motivation, pour info. Donc ça, c'est pareil, ça dépend un peu des secteurs. Donc là, j'ai pas trop d'exemples à donner, mais c'est juste qu'il y en a beaucoup en fait qui lisent plus lettre de motivation. Donc en fait, il faut mieux envoyer son CV en écrivant un mail et en expliquant un petit peu tout ça. Ensuite, ce qu'il faut mettre tout simplement dans ce mail ou dans cette lettre de motivation, c'est qu'il faut créer un lien entre ce que l'entreprise recherche et des illustrations avec des exemples concrets que vous pouvez apporter. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise? Parce qu'en fait, surtout si vous cherchez un CDI, etc., bah là, il va falloir des choses à apporter. Un stagiaire, oui, on doit te former, tu dois quand même apporter des choses, sinon il n'y a pas d'intérêt à prendre un stagiaire. Mais par exemple, quand vous cherchez un CDI ou un CDI, c'est que vous avez des choses à apporter. Donc là, déjà, c'est pas tout à fait pareil. Après, la lettre de motivation, c'est pareil, vous devez l'adapter en fonction des CV, donc je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit, mais renseignez-vous. Après, il n'y a pas de lettre de motivation, il n'y a pas de modèle type. En vrai, c'est une question, je pense qu'elle revient, donc je préfère anticiper. Elle doit être personnalisée, mais en fait, ça va vraiment dépendre de si vous avez des choses à dire, de votre affinité avec le poste. Après, la lettre de motivation, il ne faut pas qu'elle fasse plus d'une page, sinon c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Et après, les gens ne la lisent pas, donc c'est dommage, vous avez mis toute votre énergie là-dedans, et après, les gens ne la lisent pas. Par contre, vous pouvez mettre en avant des choses intéressantes comme votre capacité à apprendre. Parce que, par exemple, là, il y en a qui sont en reconversion ou qui ont très peu d'expérience comme Clément. Et bah, par exemple, Clément, toi, tu es très junior, et bah, montre à l'entreprise dans laquelle tu vas postuler que toi, tu apprends très vite. Par exemple, bah, j'ai appris le russe ou le chinois en tant de temps, et ce qui montre bah, que tu as une forte capacité d'apprentissage et que tu sais te débrouiller et avancer, quoi. Donc ça, à garder en tête. Et puis, le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est que n'oubliez pas que la lettre de motivation passe après le CV. C'est-à-dire que moi, en tant que recruteur, je ne lis jamais une lettre de motivation avant un CV. J'ouvre le CV, même si c'est un mail de motivation, j'ouvre le CV pour voir si le CV me plaît. Ce que je vous disais tout à l'heure, quelques secondes, tac, pour savoir. Et si ça me plaît, je lis la lettre de motivation. Mais donc pas l'inverse. Donc, ce que je voulais juste dire par là, c'est que ne mettez pas toute votre énergie dans une lettre de motivation, mais adaptez-la effectivement. Mais n'oubliez pas qu'on regarde comme le CV d'abord. Donc, si vous faites la lettre de motivation, vous passez 3 heures dessus, mais qu'en fait, vous faites un CV, vous faites un CV illisible, pas très beau, etc., bah, la lettre de motivation, je pense qu'elle rattrapera pas tout. Voilà pour mon court passage sur la lettre de motivation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, je pense que ça sent la lettre de motivation. Moi, j'aurais une question, Ouais. mais je sais pas trop quand la poser. Du coup, c'est peut-être un peu hors sujet, mais c'est par rapport, du coup, en termes de à quel poste on peut candidater. Quand, par exemple, je suis issu du coup d'un bac+4 en alternance, Ouais. donc j'ai de l'expérience dans mon domaine, dans le développement, mais j'aimerais postuler pour un poste un peu au-dessus, plus de gestion de projet, Ouais. ou dans l'agilité, par exemple.
Mais j'ai de l'expérience que de développeur, entre guillemets, et je Ouais. suis jeune. Est-ce que Ouais. c'est possible ou est-ce que faut... Franchement, oui, parce que tu sais, moi, je recrute même des gens qui ont fait 8 ans de développement et qui en fait se sont orientés vers des postes de Scrum Master, etc. Alors après, bon, c'est pas tout à fait les mêmes salaires, mais bon, là, tu n'es quand même pas très très éloigné de ce que tu veux faire, tu vois. Enfin, moi, pour le coup, je connais des gens qui sont passés de RH à développeur informatique. Là, on est quand même beaucoup Oui. plus éloigné, tu vois. Là, pour le coup, franchement, enfin, te mets pas de soucis, surtout si tu un bac plus 4. Là, toi, tu as commencé à bosser ou tu continues un bac plus 5 l'année prochaine? Non, justement, c'est pour ma plus 5 et c'est en alternance, c'est un Ah peu ouais. ça ma problématique. Franchement, ouais, mais franchement, en plus, il faut mieux. D'ailleurs, il faut mettre dans ce sens-là que dans l'autre. C'est-à-dire que tu connais le développement, tu vas te mettre sur de l'agilité. Donc, déjà, au moins, tu as des bases tech. Donc, c'est un gros plus pour toi. Parce que dis-toi qu'il y a des gens qui vont postuler à ces alternances sur de l'agilité qui seront pas très tech. Donc, ça, Mhm. pour le coup, t'en fais pas. Enfin, franchement, t'as pas d'inquiétude à avoir. Mets en avant tout ce que tu sais faire, mais t'es jeune, t'as qu'un bac plus 4. En vrai, je me fais pas de soucis pour toi, quoi. Ok, Ok. d'accord. Je vous propose, là, s'il y a d'autres questions, après, je vais passer à l'entretien parce que j'ai deux, trois petites choses que je voulais vous apporter comme chose. Et de toute manière, je vous donnerai mon profil LinkedIn en conclusion. Comme ça, si vous avez des questions, on pourra s'appeler, vous m'enverrez des mails avec plaisir. Ensuite, l'entretien. Alors, premier truc que je voulais vous dire, préparez-vous. Genre, juste préparez-vous. Déjà, ça sera déjà un gros point parce que moi, j'en ai vu plein des gens qui sont pas prêts. Enfin, ils ne se préparent pas. On va pas dans un entretien les mains dans les poches sans ça va te renseigner sur la boîte. Ça, c'est hors de question. Là, vous valorisez clairement pas votre candidature, donc c'est pas possible. Préparez un petit pitch de présentation. Ça, pour le coup, vous n'avez pas besoin de l'adapter parce que ça sera pratiquement pareil. Rapidement, vous vous présentez en 2-3 minutes et vous montrez votre dynamisme. Ça, c'est très important. Ensuite, comment dire un peu pareil que je vous disais dans les CV, l'aide de motivation, adaptez votre ton. C'est-à-dire que typiquement, moi j'ai eu des cas où il y a eu des personnes qui sont venues en entretien, ils étaient beaucoup trop à l'aise, mais genre trop à l'aise, abachis sur le canapé, enfin c'était la folie. Et inversement, j'ai eu des gens qui sont venus en costard cravate chez nous, alors comme vous le voyez, bon c'est costard cravate, c'est pas trop chez nous, quoi. Donc juste renseignez-vous pour déjà arriver à l'entretien à l'aise. Donc préparez, et si vous êtes habillé correctement et que vous avez préparé votre petit pitch, déjà vous avez fait une bonne partie du boulot. Autre petite chose, ne mentez pas. Ça paraît un peu bête, mais ne mentez pas parce qu'en fait, si vous mentez, vous allez peut-être être recruté pour des mauvaises raisons, ou peut-être que vous n'allez pas être recruté pour des mauvaises raisons. Donc, dans tous les cas, vous pouvez être perdant. Donc, soyez franc. Parce que si vous voulez vous rejoindre une boîte qui vous correspond ou des collègues qui vous correspondent, en fait, soyez vous-même. Ne mentez pas. Ne mentez pas parce qu'en fait, c'est pas bien. Et le jour où on se rend compte qu'il y a eu mensonge, en général, ça se passe pas très bien. Donc, c'est pas forcément cool. Ensuite, pensez aussi à 2-3 qualités défauts. Ça, c'est les RH, ils aiment bien poser cette question. Je vous avoue que moi, je suis pas hyper fan, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui la posent, donc c'est pour ça que je vous en parle. Pensez à préparer 2-3 qualités défauts qui peuvent correspondre au job que vous visez. C'est-à-dire que du coup, pour montrer vos forces et vos faiblesses, mais des fois, des défauts peuvent se transformer en qualité. Par exemple, je suis quelqu'un de très têtu. Être têtu, c'est pas une qualité. Sauf qu'en fait, moi, dans mon métier, ça s'est transformé en qualité parce que du coup, je suis hyper persévérant et je lâche rien, quoi. Tant que c'est pas fini, je lâche rien. Là, c'est mon côté têtu et du coup, il me sert plutôt. Alors, têtu, à la base, c'est plutôt péjoratif. Ensuite, si vous manquez d'expérience, comme là, certains qui sont en reconversion ou qui sont tout simplement juniors, pensez, montrez que vous êtes prêt à apprendre, en fait. Montrez que vous êtes prêt à avancer et qu'il faut y aller. Donc ça, c'est très important. Et que vous avez envie de bosser, vous êtes prêt à vous investir, parce que des fois, c'est ce qui va combler un manque de compétences. Autre chose, n'hésitez pas, et ça c'est assez important pour moi, par exemple dans mes recrutements, à créer du lien, à dévoiler des infos personnelles, etc. Je ne parle pas d'infos personnelles en mode votre taille, votre poids, si vous êtes marié ou pas, mais juste des fois en parlant de vacances où vous êtes allé ou des choses comme ça pour tisser du lien. Moi j'ai eu un cas une fois, un candidat il était top, sur le papier il était top, il avait les hard skills, il avait tout, et en fait ce candidat il était top, mais en fait j'ai pas réussi à tisser de lien. Et en fait moi si j'arrive pas à tisser de lien et que j'arrive pas à me dire cette personne je peux la prendre pendant 2 ans dans mon équipe et je peux lui faire confiance, c'est un peu compliqué parce que pour moi, c'est très, très important. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous parce que du coup, ça peut être vraiment de tisser du lien avec vos futurs collègues, vos futurs managers et voir déjà si vous correspondez humainement aussi. Parce que franchement, il n'y a rien de plus horrible. Et moi, ça arrivait à des amis à moi. Vous arrivez dans une boîte et au bout de 2 semaines, vous vous rendez compte que c'est pas du tout fait pour vous. Donc ça, c'est aussi des choses à avoir en tête. Autre point, et j'aurais quasiment terminé, il me restera un autre point. N'hésitez pas aussi à faire attention au jargon de votre secteur.
Ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très important. C'est-à-dire que, et moi-même, je vais vous parler d'un cas perso, mais en fait, dans nos secteurs, dans nos boîtes, dans nos industries, en fait, on a un jargon très particulier à nous. Et donc, du coup, bah, c'est un peu compliqué de se faire comprendre des fois. Je vous prends un exemple. Moi, il y a Wizbee, alors peut-être que certaines personnes connaissent, c'est un média social qui aide les jeunes à trouver des opportunités professionnelles. Donc, déjà, je vous incite à aller dessus si jamais bah, voilà, vous êtes vraiment en recherche d'opportunités. Et en fait, bah, moi, il m'interviewait pour justement expliquer mon métier. Donc, pour le coup, c'était destiné à des jeunes qui connaissaient pas mon métier. Et en fait, ça a été fait comme ça. La vidéo était montée et tout, donc c'était pas en direct, mais ils ont fait exprès de pas me donner les questions pour rien que je prépare et que ça fasse naturel. Pour le coup, c'était naturel, mais un peu trop, parce que du coup, j'ai vu la vidéo après, et en fait, bah, j'ai utilisé plein de mots anglicisés, j'ai utilisé des mots de mon jargon, des mots de ma boîte, de mon secteur, et en fait, bah, mes grands-parents et mes parents et mes oncles, ils ont vu ça, et en fait, il y a des mots, ils m'ont dit, bah, en fait, on n'a pas compris, il faut que j'apprenne l'anglais. Et en fait, ouais, bah là, j'ai pas fait gaffe. Et là, bah, dans des entretiens d'embauche, et bah, si on fait pas attention, on peut utiliser le jargon de son ancienne boîte ou des choses comme ça et qui sont pas vraiment compréhensibles. Donc, faites attention à ça. Et ensuite, je finirai juste sur une chose, c'est n'hésitez pas, si vous manquez de, comment dire, de compétences, ou en tout cas pour valoriser votre candidature sur ce poste-là, n'hésitez pas à parler de votre veille et de vos intérêts, ce à quoi vous vous intéressez. Il y en a par exemple sur la tech, de manière globale. Moi, j'ai déjà eu des développeurs web, donc des personnes qui montent des applications web, qui en fait adoraient le mobile. Et en fait, ils faisaient des applications mobiles. Mais il faut savoir que pour faire des applications mobiles et des applications web, c'est pas tout à fait les mêmes technologies. Donc, c'est pas facile, c'est pas forcément facile de passer de l'un à l'autre. Et moi, en fait, bah, en creusant un petit peu avec des candidats, je me suis rendu compte qu'en fait, ils adoraient le mobile et en fait, ils pouvaient en faire et ils étaient OK pour en faire. Et bah, typiquement, bah, en fait, moi, j'avais un poste un peu comme ça de mouton à 5 pattes. Et en fait, mon client m'avait dit que c'était pas grave s'il n'était pas mobile. Bah, en fait, le candidat a été recruté grâce à ça parce qu'en fait, il avait cette compétence mobile également que les autres n'avaient pas. Voilà là pour finir du coup sur la partie entretien. Je vous ai dit là vraiment des, euh, des gros tips, hein, toujours comme les autres. J'essaie de rester assez en surface. Là, si jamais bah, vous avez des questions, je sais pas encore combien de temps on peut déborder de quelques minutes, Céline. Si vous avez des questions, bah, je vous laisse me les poser et puis on en aura fini. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Si on peut répondre à quelques questions, Ouais. il n'y a pas de problème. Alors, tac, tac, tac. Alors, donc déjà, il y a Luc qui nous disait juste avant, j'ai pas vu, je viens de passer 3 entretiens déjà dans une même entreprise et l'entreprise me demande de passer un 4e avec les managers. Quels seront vos conseils par rapport à ça? Eh ben écoute, Luc, bon là comme c'est un peu la conclusion et tout, je vais répondre aux différentes questions si vous en avez. Bah, la question par rapport à ça, c'est que déjà c'est plutôt bon signe pour toi, donc ça c'est plutôt cool. Là en vrai, au niveau si tu prends en compte les managers, ça va surtout pour voir le fit que tu vas avoir avec la boîte, je pense, et aussi bah, voir si simplement eux vont pouvoir te manager. Donc c'est plutôt bon signe, c'est que normalement tes compétences, tes hard skills ont été validées, etc. avant, et que là c'est surtout pour du fit humain. Donc en vrai, sois toi-même, monte ta curiosité, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, Luc. Clément, comment répondre à la question pourquoi vous et pas un autre? Eh ben, c'est une très bonne question. Et ben, en fait, c'est un peu comment dire, c'est un peu tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui en comment valoriser sa candidature auprès des marques employeurs. C'est en fait bah, expliquer bah, un petit peu bah, tout simplement ce que toi tu as et pas les autres. Et oui, tu vas me dire, je connais pas les autres, et ce qui est vrai, sauf qu'en fait, bah, ce que tu peux expliquer, c'est toi en quoi ce qui fait que tu es unique et pourquoi ils devraient te prendre toi. Parce que bah, typiquement, il y a plein de choses que je vous ai racontées aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui ne les font pas. Tu vois. Alors, je parle pas sur la mise en page de ton CV ou des choses comme ça, mais tu vois, sur ta curiosité, sur ton dynamisme, sur ce que tu peux leur apporter, ta connaissance du secteur. Enfin, ça peut être très très large. Donc là-dessus, effectivement, c'est une question qui est pas évidente. Et quand on est junior, c'est pas évident. Je suis passé par là aussi. Mais en vrai, tu as plein de choses à apporter à une boîte. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que même si tu n'as pas d'expérience professionnelle à proprement parler, tu as toujours des choses à apporter à une boîte. Mais par contre, il faut savoir se vendre et c'est là où c'est compliqué en entretien et savoir l'expliquer correctement. Et ça, c'est autre chose. Mais moi, même si tu es junior, tu n'auras pas de problème. Il y a forcément des raisons pour lesquelles il faut qu'ils prennent toi et pas un autre. Juste, il faut que tu les trouves. Malheureusement, je ne te connais pas assez pour t'apporter plus de détails dans cette réponse, mais j'ai aucun doute sur le fait que tu as des choses à leur apporter. Il faut juste que tu te creuses un peu les méninges et que tu réfléchisses un petit peu. Et puis, n'hésite pas comment dire, à demander à ton entourage aussi, hein, parce que c'est assez sympa de demander à ton entourage, d'avoir un peu le feedback, tu vois. Moi, petit tips, comment dire, avant de rentrer chez Urban Linker, avant de chercher mon premier CDI, j'avais fait un petit truc marrant. J'aime bien en fait questionner les gens. Enfin, je suis quelqu'un qui
j'aime bien la remise en question et toujours réfléchir. Et en fait, j'avais envoyé à mes proches, ma famille, mes amis, mes collègues de sport, etc. Je leur ai demandé comment tu me décrirais si tu devais me donner 2 qualités et 2 défauts, ou 2 forces, 2 faiblesses. Vous le formulez comme vous le voulez. Et c'est hyper enrichissant parce qu'en fait, vous renvoyez pas la même image à tout le monde. Et ça, déjà, c'est cool parce que déjà, par exemple, déjà sur les faiblesses, vous savez quoi dire. Et sur les axes d'amélioration, des fois, certaines personnes sont un peu humbles ou en fait, il y a des choses qui nous paraissent normales. Et en fait, pour les autres, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et par exemple, moi, il y avait un truc qui était ressorti, c'est le côté extraverti, social, etc. Mais il y avait aussi un truc qui était ressorti, c'était la curiosité. Moi, en vrai, je le savais que j'étais curieux. Mais en fait, je ne me rendais pas compte que les gens s'en rendaient autant compte et que c'était autant une qualité et que c'était une force. Et en fait, c'est ressorti une quinzaine ou une vingtaine de fois. C'est le truc qui ressortait le plus avec social. Donc en fait, n'hésitez pas à questionner votre entourage, les personnes qui vous connaissent vraiment, parce que ça peut vous donner des bribes de réponses, quoi, sur OK, pourquoi toi, qu'est-ce qui peut t'apporter. Est-ce qu'on a d'autres questions? Au revoir Diane, à bientôt. Juste une petite dernière, en fait, mais c'est plus sur la formalité de la lettre de motivation. Est-ce que, bon, après, moi j'ai déjà trouvé mon entreprise, mais bref, sur une lettre de motivation, est-ce que c'est possible, genre, de souligner ou de mettre en gras des choses pour que pour que les éléments qui nous différencient, en fait, se voient tout de suite, quoi. C'est alors, je sais pas si tous les recruteurs de la planète seront d'accord avec moi, mais moi j'ai envie de te dire oui et je t'encourage à le faire parce que c'est très rare que ça soit fait, donc c'est toujours pareil, hein. C'est le sujet, comment mettre en avant, comment valoriser ta candidature, go, hein. Ok, merci. Oui, une autre question. Est-ce que vous auriez un article ou une vidéo pour savoir se vendre pour un métier, enfin, comment dire, où on a très peu d'expérience en DRH, mais qui correspond plus à des qualités personnelles et une partie d'un parcours professionnel qui a été fait. Alors, moi, j'ai pas eu la fin de la question. Désolé. Donc, se mettre en avant donc sur son parcours, ses qualités et son parcours professionnel, c'est ça? C'est-à-dire un article ou une vidéo qui nous permettent de se vendre avec, des conseils par un article de presse ou peut-être une vidéo que vous nous conseillez. Écoute, si tu veux, je vais demander ça dans mon réseau, etc. Là comme ça de tête, j'en ai pas une en particulier qui me vient, surtout pour des postes très RH, tu vois. Donc là, j'ai pas là comme ça d'idées qui viennent en tête. Donc si tu veux, je vais demander moi, autour de moi et puis ajoute-moi sur LinkedIn et je t'enverrai ça avec grand plaisir. D'accord, merci. Okay. Après notre question, quand on débute une discussion avec un recruteur, comment détecter quand le recruteur est fermé avec une grille d'appréciation et un recruteur qui est ouvert sur la curiosité du candidat? Quels sont pour vous les petits indices qui vous aideraient pour être plus sur le même mode? Ouais, en fait, là-dessus, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, pour un peu schématiser, c'est que de toute manière, quelqu'un qui est en interne chez vous, qui est en interne dans la boîte à laquelle vous postulez, lui va peut-être laisser plus de place justement à cette curiosité, à ce côté fit humain, valeur, etc. Par contre, c'est vrai que par exemple, un recruteur externe, donc qui est pas dans la société, lui, il va être quand même beaucoup plus axé compétences, grille, comme tu dis. Parce que justement, le problème, c'est que lui, il est souvent mandaté par une société, donc il est payé une commission par cette société pour trouver des compétences précises.
Et donc là, bah, du coup, il y a moins place à la curiosité, il y a moins place à tout ce côté fit humain, etc. Donc, de toute façon, ça, je pense que tu vas vite t'en rendre compte quand tu vas passer des entretiens. Tu vas voir les personnes qui vont essayer d'aller chercher droit au but, qui vont te poser des questions très fermées sur tes compétences, etc. Et puis d'autres qui vont peut-être te laisser parler, qui vont te poser des questions peut-être un peu plus ouvertes et qui vont pas aller forcément droit au but. Parce que c'est souvent le problème avec certains, comment dire, avec certains recruteurs, tu vois, en cabinet de recrutement. C'est vrai que bon, nous, avec Urban Linker, on essaye de pas être comme ça, mais je sais qu'il y a des grands cabs qui rencontrent pas tout le monde, et des fois, ils ont juste des candidats 20 minutes au téléphone, et ils leur font que leur poser des questions, tac, 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 et en fait, tu réponds oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, alors qu'en fait, bah, nous, par exemple, tu vois, nous, on passe un premier call de 15 minutes avec chaque candidat, puis on les rencontre pendant 1 heure et demie dans nos locaux. Enfin, nous, on essaie vraiment de prendre ce temps-là pour comprendre tout ça. Mais le truc, c'est qu'effectivement, les recruteurs externes ont tendance à être plus droit au but. Et en fait, bah, du coup, là, tu vas le voir assez vite parce qu'ils vont te poser des questions très fermées sur tes compétences, etc. Et ça va pas être, ça va pas être aussi, comment dire, ça va pas être aussi pertinent de vendre le côté humain, curiosité, etc. Parce qu'en fait, eux, ils vont vouloir des compétences très précises, quoi. Et, d'accord. Et quand le recruteur communique quelque chose de dur pour y faire face, parce que c'est pas toujours facile. Je veux dire, parce que des fois, on peut être fort et des fois, on est entre les deux au niveau émotion, alors que le poste, on le veut, qu'on se sent capable, mais qu'on manque peut-être ce jour-là de peps, de communication. Déjà par rapport à ça, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'il faut éviter aussi de faire trop d'entretiens à la suite, parce qu'effectivement, votre niveau de communication, d'énergie, etc., et d'envie, il va être moins élevé forcément si vous en avez fait un dans la journée ou si vous en avez fait 5. Donc ça, effectivement, faites attention à ça. Et quand je dis faites, c'est pour vraiment tout le monde, hein, parce que ça, c'est ultra, ultra important. Parce que oui, des fois, on loupe un poste parce qu'en fait, on a manqué, comme tu dis, cette pointe de peps qu'on aurait eu si on l'avait fait à 10h le matin, sauf qu'en fait là on a enchaîné 3 entretiens. Donc faites attention aussi, ça c'est de l'organisation, et pensez-y bien, parce qu'en fait effectivement je sais que c'est dur, franchement je sais que c'est dur, et même moi des fois j'ai eu des retours pas très marrants à faire, des choses pas très marrantes à faire, etc. Des retours qui étaient durs parce qu'en fait tout simplement j'ai un candidat qui a complètement raté son entretien avec mon client. Voilà, moi j'essaye toujours d'être en tout cas le plus honnête et le plus franc possible pour que le candidat il s'améliore sur ces choses-là. Mais en fait, des fois, c'est triste parce qu'en fait, c'était l'opportunité des rêves du candidat et en fait, il a juste pas été bon, quoi. Donc des fois, on essaye de négocier et c'est aussi l'avantage de passer par un cabinet qui accompagne vraiment les candidats. Mais des fois, les gens sont têtus et ils veulent pas faire marche arrière. Donc oui, ouais, je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, mais du coup, peut-être organise mieux tes entretiens ou planifie-les, voilà, ou tu sais, un moment où t'as pas trop de choses à gérer, etc. Parce que on sait que dans la vie, on a plein de choses à gérer, il y a les petits soucis du quotidien, etc. Donc c'est sûr qu'il faut éviter de planifier des moments où on va pas être trop en forme ou effectivement on a peut-être un peu moins d'énergie parce que effectivement on se met plus des bâtons dans les roues et pour le coup là on valorise pas sa candidature. Et pour rebondir sur la question de tout à l'heure, Léo, effectivement, je te l'ai pas dit, mais ça me paraissait évident, mais merci Léo. Il disait, ouais, n'hésite pas à regarder sur YouTube, Laurence, parce qu'effectivement, sur YouTube, tu trouveras plein de vidéos. Même sur le net, je pense que tu peux trouver pas mal de choses cool. Après, sur la vente de soi, je t'avoue que ça, c'est pas forcément trop des trucs que je regarde parce que comme ça fait très longtemps que je suis là-dedans et que j'ai quand même l'habitude, j'ai pas trop regardé de vidéos vu que je baigne un peu dedans. Mais si tu veux, comme je te l'ai dit, j'essaierai de me renseigner et si j'ai des bons trucs, je te les enverrai. Merci. Ok. Merci Ça beaucoup. pourra faire l'objet d'un futur séminaire, webinaire. Pourquoi pas. Est-ce qu'on a une dernière question? On nous arrête là. Dites-moi. Moi, j'en ai une, mais après, je veux manger la parole à personne, si c'est la dernière, comme j'en ai posé pas mal. Bon, vas-y. Non, je sais pas, je peux pas, j'ose pas trop. Est-ce que tu as des trucs, astuces pour gérer un peu sa nervosité en entretien? Ouais. Ouais, alors ça rebondit aussi un peu sur ce que je disais tout à l'heure à Laurence, mais effectivement, c'est pas facile la nervosité, surtout quand on est junior ou qu'on change de carrière, etc. Donc effectivement, c'est pas
pas facile. Là-dessus, je pense que déjà, ce qu'il faut faire, alors il y a le truc de, ouais, on imagine le recruteur ou la recruteuse soutenue, etc. Bon, je vais vous passer ces choses-là. Moi, je pense que déjà, si vous appliquez les conseils que je vous ai donnés tout à l'heure par rapport à l'entretien, si vous arrivez à l'aise, etc., il n'y a pas de nervosité à avoir. Parce qu'en fait, si tu veux, si tu arrives préparé, si tu as ton pitch en tête, que tu as fait tout ce qu'il faut, tu n'as pas à être nerveuse. Et en fait, c'est ça qui, je pense qu'il faut avoir en tête. Et en fait, on essaye trop de donner des astuces, etc. Je critique pas ceux qui donnent ces astuces-là, mais en fait, il y a un moment, je pense qu'il faut aussi être assez terre à terre. Bon, ça, c'est moi aussi, je suis très comme ça, j'ai très les pieds sur terre. Et en fait, il y a un moment, je pense que si tu as tout fait, enfin, si tu as tout fait, et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux, bon, c'est la vie. Sauf que si tu arrives en entretien, que tu es prête, en vrai, il n'y a pas de raison d'être nerveuse. Peut-être que tu seras nerveuse, mais en tout cas, tu seras toujours moins nerveuse si tu es prête que si tu n'es pas prête. Donc ça, effectivement, il faut anticiper. Et puis, moi, j'étais quelqu'un qui était assez nerveux avant. Tu vois, j'ai pris beaucoup confiance en moi parce que je rencontrais des gens, etc. Bah, forcément, tu prends de l'aisance. Et en vrai, c'est quelque chose qui va venir naturellement, mais il faut que tu te sentes aussi comment dire, en, en harmonie aussi avec le recruteur, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu sentes qu'il y a quand même un truc qui se passe. Parce qu'en fait, si c'est juste un jeu de ping-pong en mode question-réponse, c'est pas très valorisant déjà pour toi. Ça va pas créer beaucoup de fit, de liens entre vous. Donc, du coup, bah ouais, tu vas peut-être être nerveuse, mais du coup, si t'es pas à l'aise avec tes futurs collègues, bon, du coup, c'est peut-être pas la bonne boîte, tu vois. Donc c'est pour ça que par rapport à ça, en fait, à part vraiment venir préparer et te dire, bah écoute, j'ai rien à perdre parce que si tu es là, c'est que tu plais. J'ai pas de recette miracle, tu vois, à part effectivement arriver à un bon moment, ce que je disais tout à l'heure à Laurence, effectivement arriver en pleine forme, pleine d'énergie et pas arriver soit après 10 heures de boulot ou 5 entretiens. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal et que tu sois nerveuse. Après, la nervosité, elle est toujours là et c'est aussi bon signe, c'est-à-dire que tu es un peu stressé et le job, il te plaît. Mais par contre, il faut aussi se mettre dans la tête que si on est trop nerveux, c'est pas bon signe. Et c'est aussi pour ça que je pense que chaque entretien, enfin, moi après, c'est comme ça que je prends les trucs. Mais moi, par exemple, chaque entretien, quand je cherchais du boulot, j'ai toujours pris en mode, c'est en mode jeu. Moi, ça a toujours été un truc dans ma vie, c'est quand je suis nerveux, pour éviter d'être nerveux, je prends ça en mode jeu. Même dans ma vie de tous les jours, tu vois. Quand il y a un truc tu sais, qui me rend un peu nerveux, qui va me stresser, etc., je prends ça en mode jeu. En mode, je fais un truc qui me plaît, et puis bah ça marche pas, bah j'ai perdu, c'est pas grave en fait. De toute façon, il faut jouer dans la vie, il y a des fois tu gagnes, des fois tu perds. Le seul truc, c'est qu'il faut apprendre. Et ça sert à rien d'arriver en entretien avec la boule au ventre ou d'être trop nerveux, etc. Je sais que c'est facile à dire et que c'est pas facile à faire pour certains, mais d'un côté, il faut se dire que tu y vas, que tu as un truc à vendre, c'est tes compétences, c'est ta personnalité que tu as à vendre, et puis voilà quoi. Et que la nervosité, il faut que tu la laisses de côté ou en tout cas que tu l'atténues. Donc des fois, ça peut être en termes de position, tu vois. Par exemple, tu peux avoir tes mains sous le bureau et en fait avoir un stylo entre tes mains, vont pas bouger dans tous les sens du coup, parce que je sais qu'il y a des gens, bah, ils vont taper leurs mains comme ça, tac, bon ça c'est pas bon signe, tu vois. Donc mais essayer de te tenir droite ou essayer de te concentrer ou par exemple garder un point derrière la tête du recruteur et en fait te tenir droite et essayer d'être fixe comme ça, tu vois, pour essayer comment dire de rester stable, immobile, voilà c'est plutôt ça le mot. Mais après, je sais pas trop si tu parlais du coup de nervosité, c'est vrai que je t'ai pas demandé, mentale, enfin physique. Non, en fait, moi j'ai tendance à faire des plaques d'émotions Ok. dans les entretiens. Et bon, Ouais. en temps d'hiver et en automne, c'est facile, je mets un foulard, mais Ouais. là, ça va pas être possible. Ouais, non, non, mais ça, c'est bon. En vrai, ça, il faut pas faut pas non plus, faut pas non plus se casser la tête avec ça. En vrai, parce que plus tu vas y penser, et plus tu vas stresser. Donc, vraiment, c'est pas le truc à faire. En soi, si tu as les compétences et que si tu fais un bon entretien, que tu aies des plaques rouges ou pas de plaques rouges, en vrai, c'est pas ça qui va changer la chose, tu vois. C'est normal que quand on stresse, bah, forcément, on devient un peu rouge, etc. Et même moi, dans des situations dans la vie où ouais, je stresse, où je deviens tout rouge quand je suis un peu gêné et tout, bah écoute, c'est la vie, tu vois. Mais en vrai, faut pas se voir la face. Hein. Moi, tu vois, en tant que recruteur, je préfère avoir quelqu'un qui rougit en face de moi, qui a les compétences et qui est sympa, plutôt que quelqu'un qui rougit pas et qui a pas les compétences et qui est pas sympa, tu vois. Donc je comprends que tu as envie de travailler là-dessus, mais ça, tu vois, c'est physique et en vrai, c'est pareil. Moi, j'ai des amis, bon, ils rougissent. J'ai même des amis qui prennent des plaques d'eczéma quand ils sont stressés. Bon, bah, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Donc, effectivement, après, ça dépend les jobs que tu veux faire. Si tu veux faire un job très stressant, bon, là, pour le coup, effectivement, ça met pas très en valeur ta candidature. Mais en soi, ça se travaille aussi. Et quand tu arrives dans une boîte, tu es forcément plus stressé à l'entretien que 2 ans après que tu aies fait tes armes et que tu aies toutes tes compétences requises, tu vois. Ok, merci bien. Donc voilà. Et Marie, effectivement, ce qu'elle dit, c'est qu'en vrai, vous vous focalisez plus sur vos places rouges que le recruteur. En soi, moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens
J'ai voyé qui était mal à l'aise, qui suait beaucoup, etc. En vrai, moi, je m'en fiche. Après, j'essaye de les mettre à l'aise. Après, il y a des gens, effectivement, ils sont, oui, ils sont nerveux, quoi. Moi, j'essaie de les mettre à l'aise. Après, en soi, après, la personne qu'elle ait des plaques rouges ou qu'elle transpire beaucoup, etc. Bon, bah, c'est comme ça. Mais en vrai, croyez-moi, vous vous focalisez beaucoup plus dessus que le recruteur. Et en vrai, si le recruteur il se focalise dessus, c'est que l'entretien il n'est pas bon. Donc, dans tous les cas, vous n'auriez pas été pris. Si ça peut te rassurer. Ouais, ça me rassure, merci. Voilà. Alors du coup, bah, juste pour finir, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, donc ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, avec plaisir pour que vous me rajoutez sur LinkedIn et que vous m'envoyez si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on se recontacte. Donc mon prénom, c'est Corentin Flaché, mon nom. Alors sur LinkedIn, il y a 2 Corentin Flaché normalement. Moi, je suis celui avec la petite fusée devant mon prénom. Donc en gros, c'est un emoji fusée avec Corentin, donc Corentin. Je l'ai écrit dans les commentaires. Et mon nom de famille, c'est Flacher, Flacher. Et je travaille du coup chez Urban Linker. Et de toute façon, il n'y en a qu'un. Donc vous allez forcément me trouver. Je suis team leader et senior recruteur. Voilà. Donc en tout cas, merci pour votre temps. C'était hyper sympa d'échanger avec vous. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps et je pense qu'on aurait pu rester toute la soirée à discuter tous ensemble. Donc c'était vraiment très cool. Et ça montre qu'il y avait un vrai intérêt de votre part. Donc franchement, déjà, c'est hyper agréable de faire un webinaire, une conférence ou un meet-up avec des gens qui sont aussi intéressés. Donc vraiment très, 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 très cool. Donc vraiment merci à vous d'avoir participé à ça. Et puis, j'espère à très vite. Et puis, du coup, avec plaisir pour répondre à vos questions si vous en avez d'autres, du coup, sur LinkedIn. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut. Merci, bonne soirée. Et merci Céline pour l'invitation. À bientôt. Avec plaisir, à très bientôt. Merci C'est beaucoup. quand la prochaine? Il y a un prochain webinaire qui est organisé là ou pas? Prochainement? Alors, moi, j'en ai pas encore d'autres prévus. Je sais pas, Céline. Alors là, pour le Avec coup, on Marie. reviendra vers vous très bien sûr. bientôt sur Ouais. une prochaine thématique, peut-être avec plaisir. Corentin, qui sait. Ouais. Ce sera la surprise. Bon, non, mais D'accord. avec plaisir, si je suis dispo, avec grand plaisir. Juste, ouais, c'est ma collègue Marie qui gère tous ses emplois du temps et les webinaires avec Céline directement, donc je suis pas la personne la plus à même de répondre aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci beaucoup. À très vite. Merci. Tout le monde. Au revoir, bonne Au revoir. soirée. Bon, merci à toute l'équipe, Marie et Corentin, en tout cas, pour votre intervention. Avec plaisir. À bientôt tout le monde. À bientôt. Bientôt.